Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand réveil. Le 29 septembre dernier, le FPE remportait les élections législatives autrichiennes. Coup de tonnerre qui avait poussé les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux à tenter une coalition et ainsi former une majorité gouvernementale. Le président autrichien charge désormais le chef de file du FPE, Herbert Kickl, de former une nouvelle majorité, passant de pestiféré à potentiel futur chancelier. Pour comprendre comment un tel retournement de situation a pu se produire, et puisque cela implique pour la vie politique autrichienne, nous recevons ce matin notre spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe, Lionel Balland. Bonjour Lionel Balland, merci d'être avec nous. Bonjour Lieselotte. Alors on pourrait peut-être commencer par parler justement de cette alliance entre les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux, alliance qui a échoué. Alors pour quelles raisons ? C'était une coalition des perdants, c'est-à-dire que tous les perdants du scrutin ont voulu se mettre ensemble, sans les écologistes, que finalement, ils ne sont pas arrivés à accorder leur violon sur le programme qu'ils désiraient réaliser. Puisqu'il s'agissait en quelque sorte de créer une alliance dont le but premier était d'éviter que le FPE n'arrive au pouvoir. Oui, alors on voit un peu de similitude avec la France. Oui, voilà. Donc, le système est en train de bricoler pour empêcher les patriotes d'arriver au pouvoir. Quels ont été les sujets de fracture au sein de cette coalition ? Ils devaient se mettre d'accord sur tout, mais ils étaient d'accord vraiment presque sur rien. Et il est toujours difficile, évidemment, de mettre en place des gouvernements qui regroupent des partis qui sont forcés d'aller ensemble alors qu'ils ont perdu le scrutin. Oui. Alors là, aujourd'hui, donc, on a le président autrichien qui accorde sa confiance d'une certaine façon à Herbert Kickl. Comment la nouvelle a été comment la nouvelle a été prise par le peuple autrichien ? On a beaucoup de journaux ici en France qui ont titré c'est la première fois que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Si ça arrive, ce sera la première fois depuis le Troisième Reich. Donc on a à nouveau cette comparaison qui revient inlassablement. Oui, donc les médias du système utilisent toujours la même rhétorique, mais il faut savoir que les nationalistes ont pris part en Autriche à différents gouvernements au fil du temps et que le FPE a déjà eu 5 vice-chanceliers, mais que le FPE n'a jamais eu droit à un poste de chancelier. Et pour la première fois, peut-être, Herbert Kickl va occuper cette fonction de chancelier. En 2000, Jörg Haider, qui était le leader du FPE à l'époque, devait obtenir le poste de chancelier puisque son parti arrivé deuxième s'était associé à l'UFAP, donc le Parti social-chrétien, le Parti conservateur, afin de gouverner. Mais sous la pression internationale, Jörg Haider avait dû renoncer au poste de chancelier d'Autriche et même à toute fonction au sein du gouvernement fédéral et s'était retiré en Carinthie dont il était le gouverneur. Donc, il s'agissait d'un autre contexte, puisque c'était il y a 25 ans d'ici, et que dorénavant, la pression sur le FPE, s'il obtient le poste de chancelier, sera moins forte, puisque le monde a changé et que maintenant, les partis nationalistes, les partis patriotiques ont l'habitude de gouverner en Europe et que de plus, en Italie, Madame Meloni est elle aussi Premier ministre. Oui, ça s'inscrit dans un mouvement de fond plus général en Europe, ce changement politique. Voilà, donc il s'agit évidemment d'une montée en puissance qui a lieu dans différents pays d'Europe, et notamment à côté en Allemagne, parce que l'Autriche est un pays qui compte 9 millions d'habitants, mais c'est un pays où on parle allemand comme en Allemagne. En Allemagne, il y a 90 millions d'habitants. Donc l'Autriche, qui est un petit pays, a une très grande influence sur l'Allemagne, qui est le principal pays au sein de l'Union européenne. Quand on comprend le choix du président qui cherche à assurer la stabilité politique en proposant à Herbert Kickl de proposer un nouveau gouvernement, on a quand même, après ces annonces, un demi-millier de manifestants qui se sont rassemblés à l'appel d'organisations juives pour donc dénoncer cette possible nomination d'un chancelier d'extrême droite. Est-ce que le coût de la stabilité politique en Autriche, ce n'est pas l'instabilité du pays ?
Mais de toute façon, il y a toujours des manifestations dans toutes les situations. Donc le fait qu'il y ait quelques personnes qui manifestent à Vienne ne va pas empêcher la formation d'un gouvernement. Simplement, il faut que le FPÖ et le UFAP arrivent à se mettre d'accord afin de gouverner. Parce que euh, ça ne va pas en Autriche. Il y a des problèmes économiques graves comme un peu partout en Europe occidentale. Et il manque d'argent. Donc, ceux qui viennent d'échouer ont échoué avant tout parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Parce que quand il y a de l'argent, il est assez facile de gouverner, mais Mm. quand il n'y a pas d'argent, vous devez faire des coupes, les gens ne sont pas contents. Donc, il est toujours difficile de gouverner dans une situation pareille. Donc, le fait qu'il y ait des manifestations, ça ne va pas empêcher la formation du gouvernement. Est-ce que, comme en France, on pourrait voir justement ces raisons économiques briser le nouveau gouvernement qui sera proposé par Herbert Kickl avec de trop grandes divergences, par exemple, sur les questions budgétaires? Oui, donc il pourrait y avoir des divergences, puisque le FPÖ est un parti populaire qui a une base sociale, alors que l'UFAP est un parti conservateur qui a des idées nettement moins sociales. Donc il pourrait y avoir des points d'achoppement, mais je ne pense pas que ce soit là le principal problème que rencontrent les deux partis dans la formation du gouvernement. Le FPÖ, lui, veut aller au pouvoir, mais il a besoin d'un partenaire stable. Or, l'UFAP est un partenaire qui pose problème, parce que les autres fois, quand le FPÖ et l'UFAP ont gouverné ensemble, dès que le FPÖ a été dans une position de faiblesse, l'UFAP en a profité pour régler son compte au FPÖ, que ce soit donc après la mise en place du gouvernement à partir de l'an 2000, ou que ce soit quand il y a eu en 2017 et 2019 un gouvernement également UFAP-FPÖ. Donc quand il y a eu le scandale d'Ibiza qui était un complot monté contre le vice-chancelier FPÖ Hans-Christian Strache, un complot qui avait été monté auparavant avec de gros moyens financiers. Euh, Quand il y a eu ce complot, Hans-Christian Strache a fait un pas de côté, et là, l'UFAP en a profité pour mettre la pression sur Herbert Kickl, qui était le ministre de l'Intérieur, pour que le FPÖ abandonne le ministère de l'Intérieur à l'UFAP. Et quand, après l'an 2000, il y a eu une mise en place donc, d'un gouvernement UFAP-FPÖ, quand le FPÖ était dans les troubles, l'UFAP en a profité pour organiser de nouvelles élections. Le FPÖ les a perdues et l'UFAP s'est remise avec le FPÖ, mais le FPÖ étant amoindri, donc devenu plus faible. Ouais. Donc, si le FPÖ gouverne avec l'UFAP, ils doivent se méfier de l'UFAP parce qu'ils vont, dès qu'ils le peuvent, saper le gouvernement et saper le FPÖ. Est-ce que le FPÖ pourrait trouver d'autres alliés ou bien est-ce qu'il est coincé justement avec ce caillou dans la chaussure pour pouvoir accéder, imaginer accéder au gouvernement? Mais le problème, c'est de savoir si le FPÖ et le SPÖ, le Parti social-démocrate, peuvent gouverner ensemble. Or, pour le moment, le Parti social-démocrate n'est pas ouvert au fait de gouverner avec le FPÖ. À l'époque de Jörg Haider, le SPÖ aurait pu envisager de se fonder un gouvernement avec le FPÖ, mais un gouvernement de techniciens. Donc le FPÖ n'aurait pas amené des ministres, il aurait choisi des techniciens. Mais là, ici, pour le moment, cette éventualité-là n'est pas envisageable. Et donc, il n'y a plus que deux solutions. Soit un gouvernement FPÖ-UFAP, ce qu'ils sont en train de négocier pour le moment, soit de nouvelles élections. Donc le FPÖ qui monte dans les sondages est quand même dans une situation clé puisque le FPÖ peut menacer l'UFAP d'aller aux élections. Hmm. On parlait des questions économiques. Aujourd'hui, si le FPÖ arrive dans une telle position, c'est en grande partie grâce à ses positions sur l'immigration. Les Autrichiens font un choix clair là-dessus. Est-ce que les partis qui choisiraient de s'allier avec le FPÖ devraient se soumettre justement à un programme fixé par le FPÖ en termes d'immigration? Donc oui, bah, il est clair que le FPÖ va imposer à l'UFAP d'aller dans le sens d'une immigration restrictive, mais les électeurs de l'UFAP et les électeurs aussi des sociodémocrates sont globalement aussi d'accord avec cela, puisqu'il y a vraiment de graves problèmes d'immigration en Autriche. Il n'y a pas que les électeurs du FPÖ qui veulent une politique restrictive, il y a aussi d'autres électeurs qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe, notamment en matière de délinquance, tout particulièrement sexuelle, etc. Les migrants posent des problèmes graves et de nombreux Autrichiens en ont ras-le-bol. Hmm.
Quand vous parliez de pression internationale qui serait plus faible que ce qu'a pu connaître le FPE à l'époque, on a quand même une Union européenne qui essaie de fixer des normes très strictes en matière d'immigration et sur bien d'autres sujets d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que si Herbert Kickl arrive au pouvoir, il sera malgré tout libre d'appliquer son programme, ou bien est-ce qu'il va devoir se soumettre justement à toutes ces normes? Est-ce qu'il peut s'inscrire comme un nouvel Viktor Orban qui voudrait tracer sa route justement malgré le chemin qu'essaie de lui imposer l'Union européenne? Oui, donc voilà, vous avez cité Viktor Orban, mais il y a également la Slovaquie qui est au moins deux partis sociaux-démocrates souverainistes alliés au parti patriotique SNS. Et il y a également l'Italie de Madame Meloni. Donc ça fait quatre États qui sont contre la politique euh, migratoire de l'Union européenne. Et donc ça va devenir un pôle de résistance important, sans oublier qu'aux Pays-Bas, il y a un gouvernement qui est constitué de quatre partis, dont le premier, le plus important, est le PVV de Geert Wilders. Donc, il y a quand même des évolutions qui ont lieu au sein de l'Union européenne, même en Suède. Le démocrate suédois, les patriotes soutiennent de l'extérieur le gouvernement de centre droit. En Finlande, les vrais Finlandais prennent part au gouvernement de centre droit. Donc, on voit que un peu partout, il y a des partis patriotes qui sont dans des gouvernements, mais qu'en plus, les autres partis politiques sont quand même sous pression de l'opinion publique parce qu'il y a un peu partout une partie de l'opinion publique qui veut une politique migratoire restrictive. Oui. On va parler de la stratégie du FPE pour arriver justement à cette position clé dans la vie politique autrichienne. Ici en France, on parle beaucoup de dédiabolisation. Le Rassemblement national tente de se faire une place derrière le cordon sanitaire qui lui était appliqué pendant des années. Il y en a qui critiquent cette stratégie en expliquant que ça implique des concessions et des justifications qu'il faudrait éviter. D'autres expliquent que c'est la clé pour accéder au pouvoir. Quelle a été la démarche d'Herbert Kickl? Donc en France, vous avez le scrutin majoritaire. Donc si vous n'avez pas 50%, vous n'avez pas d'élu. Alors qu'en Autriche, il y a la proportionnelle. Donc le système politique fonctionne d'une manière totalement différente. Et en Autriche, surtout, nous sommes face à un État fédéral qui comprend 9 États fédérés. Et le FPE prend part à la gestion de 5 des 9 États fédérés. Donc, le FPE est déjà en position de force puisqu'il gouverne déjà 5 des 9 États fédérés. Et donc, Herbert Kickl, lui, n'a pas du tout été vers la dédiabolisation. Il a plutôt, justement, pris des positions tranchantes qui ont conduit à sa victoire. Est-ce que la gestion de ces 5 États fédérés a pu contribuer justement à sa crédibilité auprès des électeurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ces 5 États qui sont considérés comme étant bien gouvernés? Oui, donc il faut savoir aussi qu'il y a peu, en Styrie, Mario Kunasek du FPE est devenu gouverneur. Donc le FPE est arrivé premier lors des élections pour le Parlement de Styrie. Et dans le passé, il y avait déjà Jörg Haider en Carinthie qui a gouverné pendant des années. Et puis le FPE est un parti qui dispose également de maires et qui a pris part différentes fois au pouvoir. Et donc, avant 1986, avant que Jörg Haider ne prenne le contrôle du parti, c'était les libéraux qui dirigeaient le parti. Et le parti était associé également euh, au parti du système, notamment au Parti socialiste, SPE, rebaptisé social-démocrate en 1991. Donc, voir le FPE prendre part à des gouvernements ou prendre part à la gestion de municipalités ou à la gestion d'États fédérés, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait normal. Et le plus le FPE a pu justement apprendre à gérer au fil du temps, à avoir des cadres. Et donc il a l'habitude maintenant du pouvoir. Oui, il se présente comme un parti crédible pour gouverner. Est-ce que il doit ça justement à cet ancrage local? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tissu politique de fond en Autriche qui est favorable au FPE aujourd'hui? Oui, donc il y a un tissu politique de fond qui s'est développé au fil du temps et qui permet au FPE d'avoir des structures qui lui permettent de gouverner. Maintenant, le FPE n'a pas les mêmes structures que les deux partis du système, parce qu'en Autriche,
Au départ, on avait vraiment les deux grands partis, le parti rouge, les socialistes du SPE rebaptisés sociaux-démocrates d'un côté, et le parti social-chrétien conservateur UFAP de l'autre. Et ces deux partis se partageaient tout l'appareil d'État. Et il y avait des cartes de parti, il fallait la carte de parti pour tout. Pour être nommé femme d'ouvrage dans une école de village, il fallait la carte des deux partis. Et Jörg Haider a commencé à ramasser, disons, des électeurs en dénonçant ça, parce qu'il y a de nombreux électeurs qui n'étaient pas contents du fait qu'on les oblige à prendre une des cartes des deux partis pour obtenir des fonctions. Hmm. Quel a été le rôle de la presse? Alors, pour l'instant, comment est-ce qu'elle gère cette annonce? On l'a dit, en France, en tout cas, il y a beaucoup de comparaisons avec le Troisième Reich. En Autriche, c'est peut-être différent. Mais même en septembre, lorsque le FPE a remporté les élections législatives, est-ce qu'ils ont une stratégie particulière pour s'adresser à leurs électeurs? Est-ce que la presse est aussi partiale qu'elle peut l'être ici en France? Et donc le FPE a choisi de privilégier la presse patriotique, la presse de réinformation, comme par exemple Radio Courtoisie. Donc, il y a Auf 1, qui est une chaîne de télévision patriotique, et Herbert Kickl, le soir des élections, est allé d'abord sur le plateau de cette chaîne de télévision, avant d'aller sur les plateaux des chaînes de télévision du système. Donc, ils ont vraiment privilégié la presse de réinformation, la presse patriotique, pour atteindre le cœur de leurs électeurs. Oui, c'est la preuve que finalement, passer par ces médias amis, ces médias patriotes, comme vous dites, c'est un moyen, même s'ils sont généralement en périphérie de tout ce monstre des médias de grand chemin, de s'adresser directement à ses électeurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'ostracise pas nécessairement le parti et ses candidats, bien au contraire. Donc voilà, et en plus, ça soutient ces médias, parce qu'il y a une guerre entre les médias, et donc soutenir les médias patriotiques en leur donnant la primeur des déclarations, c'est aussi contribuer à voir ces médias patriotiques monter auprès de l'opinion publique. Message aux candidats patriotes et identitaires français, n'est-ce pas? Est-ce que la justice pourrait peser aujourd'hui également sur le FPE et Herbert Kickl? Est-ce qu'on a ce fameux gouvernement des juges comme on peut le vivre ici en France aussi, justement, et même à échelle européenne? Oui, mais c'est surtout au niveau de l'EFAP qu'il y a des problèmes, parce que l'EFAP a des problèmes judiciaires, et donc à cause d'histoires du passé. Et donc, il pourrait y avoir des procès qui viennent plutôt empêcher le FAP politiquement. Donc, il faut aussi bien se souvenir que Sébastien Kurz, qui était le chancelier EFAP lors du dernier gouvernement EFAP-FPE, a eu des démêlés avec la justice. Mm. Et donc, il est hors du jeu politique pour le moment, il s'est complètement retiré, il est dans les affaires, mais il pourrait un jour vouloir revenir. Ouais. Mais bon, voilà, donc la justice pourrait, dans le cadre de ces procès, jouer les troubles faits, mais je ne pense pas que les juges vont, comme par exemple en Italie, aller attaquer les décisions du gouvernement en matière migratoire. Mm. Il nous reste à peine 2 minutes, Lionel Balland. On va essayer d'imaginer un peu ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que Herbert Kickl a déjà annoncé quelles seraient ses mesures phares? Est-ce qu'il a déjà prévu quelques actions politiques à venir? Donc hier, Herbert Kickl a rencontré le dirigeant par intérim du parti EFAP, et les négociations entre spécialistes vont débuter rapidement. Donc, ils vont vraiment se lancer dans les négociations tout de suite. Mais d'abord, ce que Herbert Kickl demande, c'est que l'UFAP soit un partenaire de confiance, un partenaire stable. Et si c'est le cas, bah, je pense qu'ils vont pouvoir concrétiser assez rapidement la formation d'un gouvernement. Et si ce n'est pas le cas, bah, à ce moment-là, il y aura de nouvelles élections. Oui. Ouais, les conservateurs peuvent donner leur parole concernant la stabilité, mais elles n'engagent que ceux qui les croient. Est-ce que malgré tout, Herbert Kickl aura confiance si jamais son partenaire lui assure que désormais il sera sage et constant dans son soutien? Mais il n'a pas le choix, mais il s'allie avec le pire de tous les partenaires, parce que l'UFAP, c'est la démocratie chrétienne. Et donc, les démocrates chrétiens, les sociaux chrétiens sont les partenaires qui sont les plus difficiles à gérer, parce que ce sont des gens qui utilisent des méthodes assez, disons, florentines, assez machiavéliques, et qui sont assez faux. Donc, il va avoir difficile
Mais bon, je pense qu'il va essayer d'y aller, même si, bon, à tout moment, il devra faire attention à ce que l'UFAP ne lui fasse pas croche-pied. Surtout, comme je l'ai dit, qu'il y a quand même Sébastien Kurz qui est retiré, mais qui pourrait vouloir revenir et donc former un gouvernement après des troubles au sein du gouvernement UFA-PFPE qui verrait le jour. Et donc, il pourrait essayer de venir, en quelque sorte, Mm. reprendre la main et de devenir chancelier. Écoutez, on souhaite bien du courage à Herbert Kickl et puis de surveiller ses arrières. On va continuer de suivre tout ça avec vous, Lionel Balland. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à très bientôt.